Bonjour les décideurs de la gestion, bienvenue à cette émission réalisée le vendredi en fin de matinée, au début d'après-midi, puisque c'est à midi précise, que vous nous rejoignez pour faire le point sur l'actualité macroéconomique, l'actualité microéconomique, l'actualité des marchés, et puis en finale d'essayer de déterminer des pistes d'investissement avec Christian Ginollac, le patron de Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour. Eh bien nous allons commencer tout de suite avec les impressions macro. Macro, c'est un peu souvent le cas. Les banques centrales, hier, M. Draghi nous a fait un exposé. Alors, c'est de l'autosatisfaction ou est-ce qu'il y a une tendance de croissance en Europe ? Alors, il y a une tendance de croissance en Europe. Quand on regarde les chiffres, on est sur une tendance de croissance qui n'est pas très forte, mais qui est de l'ordre de 1,5, 1,6%. Oui. Le Donc chômage, ça, on le confirme. baisse un peu. Oui. Y compris, mais presque en France. Mais, y compris légèrement en France. Mais surtout, ce que Draghi a fait hier, c'est qu'il a essayé d'affirmer son autorité, de rappeler que la BCE était indépendante de tous les gouvernements. Il a même cité l'Allemagne, ce qui est étonnant, parce qu'en général, oui, les banquiers centraux ont tendance à avoir un langage plus feutré. Oui, on disait que la BCE, c'était la bouba du pauvre. Voilà. Alors... on connaît les critiques des Allemands qui est de dire si on prête de l'argent à taux gratuit à des gouvernements, ils ne feront rien pour se réformer. Et le langage de Draghi, c'est de dire si on fait rien, on va dans le trou. Donc il vaut mieux au moins soutenir la conjoncture, ce qui permettra au gouvernement de faire des réformes. Donc il confirme ses propres tendances. Il confirme la tendance. Petit warning sur l'inflation en disant faites gaffe, les prix peuvent se mettre à baisser. Oui, mais de l'autre côté, on voit que le pétrole ne baisse pas. Donc, je crois que l'inflation, moi, je la verrais plutôt remonter par l'effet pétrole. Voilà. Et de l'autre côté... Oui, ne serait-ce que le fait qu'il arrête de baisser, en réalité, pas tellement le fait qu'il remonte. Exactement, puisque il y avait une chute en 2015, donc il suffit qu'il reste sur le même niveau pour faire remonter l'inflation. Et quand même, l'effet Draghi, ça a été quand même une hausse du dollar, ou plutôt une baisse de l'euro de l'ordre de 1%. Parce qu'il a dit qu'il allait continuer. Quoi. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est positif. Juste un petit point sur quelque chose que vous connaissez très bien, qui sont les obligations privées. Ouais. Donc la BCE va commencer ses opérations de rachat des plus grosses des obligations privées. Oui, ça va avoir un effet, ça, sur... ça va sûrement avoir un effet. D'ailleurs, ça a un effet. Ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux par rapport aux emprunts d'État, se resserrent. Ils sont même à des niveaux qu'on peut dire très bas. Ce n'est pas les plus bas, mais nous approchons de très près les plus bas des niveaux. Est-ce que ça reste un secteur où on peut investir ? Et par contre, c'est-à-dire que par exclusion, comme la Banque centrale va racheter du papier de bonne qualité, ça va porter l'investissement dans les parties de moins bonne qualité. Juste en dessous, donc puisque, il y a quelque chose à gagner juste en dessous. Donc ça profite à tout le marché, et notamment à ce qu'on appelle... le high yield, voilà. C'est-à-dire les obligations de moins bonne qualité. Alors, deuxième question macro, la Chine. On a l'impression finalement qu'il y a eu plus de peur au premier trimestre que de mal au bilan de ce premier trimestre. Oui, c'est-à-dire qu'on a commencé l'année, tout le monde hurlait en disant tous les chiffres sont faux, on ne sait pas où ils vont, etc. Mais ils sont faux tous les ans, donc de toute façon, on compare chiffres faux contre chiffres des choses, ils vont dévaluer le yuan, etc. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le yuan a plutôt monté par rapport au dollar depuis le début de l'année. Et en ce moment, il est sur un trend à la hausse. Oui. On constate deuxièmement que les chiffres du mois de mars sont plutôt satisfaisants quand on regarde les exportations qui sont en hausse de plus de 11%, la production industrielle qui est en hausse de 6,8%. Donc on bat les consensus dans tous les domaines. Et on a un PIB alors, qui est annoncé. Oui, mais il était déjà faux. S'il est faux, il était faux l'année dernière, donc on s'en fiche. Quoi. Donc 6,7, on est en ligne avec les attentes. Et je pense que c'est cela, en grande partie, plus la stabilisation des cours du pétrole, qui fait que les marchés se sont bien rétablis depuis la mi-février. Ah, vous m'avez fait ma transition. Dernier point, le pétrole. Alors le pétrole, il a l'air stabilisé.
Stabilisé dans le 40, 45, 35. On va vers les 35 au pire et dans les 45 au mieux, c'est ça? C'est bien dur de faire des prévisions. Oui, c'est casse-gueule. Des casse-gueule, comme on dit. Tout le monde connaît les équations, l'arrivée de l'Iran, le problème du Koweït, de l'Arabie Saoudite, etc. C'est clair qu'il y a un bras de fer entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est pas nouveau, ça va continuer. Oui, ça va pas. Et donc, c'est pas demain qu'on va manquer de pétrole, avec une économie mondiale qui croît, une demande de pétrole qui croît, mais faiblement. On n'est pas sur des taux de 2 ou 3% de croissance de la consommation. Donc on a plutôt l'impression qu'il stabilise, pour se résumer. On a l'impression, en tout cas. Alors, ouais. C'est ce que le marché veut croire. Ce qui est curieux, c'est quand même ça solvabilise les pétroles de schiste américains. Alors ça, limite. Oui, il y en a qui doivent gagner de l'argent entre 40 et 45. Oui, il y en a en tout cas qui ne ferment pas. Ouais. Il y en a qui ne ferment pas. Et ça rassure un peu aussi sur les dettes, sur l'énorme paquet de dettes qui se baladaient sur ce secteur. Ouais, non, mais c'est toujours la même chose. Quand les matières premières sont stables, ça donne un point d'appui pour les stratégies. C'est ce qui nous manquait un peu. C'est quand même mieux d'avoir un point d'appui. Nous passons aux réalités micro. Alors en Europe, on publie surtout des chiffres d'affaires, mais aux États-Unis, on publie des résultats trimestriels, des paquets. Donc ça commence toujours par la société d'aluminium, mais maintenant, il y a tout. Il y a eu de tout. Il y a eu de l'industrie, il y a eu de la consommation, alors, etc. Si on se résume à peu près sur les résultats américains, à peu près en ligne avec ce qu'on attendait, on peut remarquer que les banques ont sorti un mauvais trimestre. Ouais. Alors, il y a une distinction très intéressante entre les bonnes et les mauvaises, entre guillemets, parce que c'est dans les périodes difficiles qu'on reconnaît. Oui. Donc, clairement, deux problèmes pour les banques aux États-Unis. Les créances sur les sociétés pétrolières. Et, deuxièmement, toute la partie banque d'affaires, trading, avec le problème de marché qui ont été très difficiles. Donc, les résultats des bonnes banques, Morgan et Wells Fargo, qui sont les deux mieux gérés et qui bénéficient d'un réseau par rapport aux banques d'affaires, les bénéfices trimestriels baissent de l'ordre de 5-6%. Les mauvaises banques, réseau, Bank of America et Citigroup, alors là, les bénéfices sont en recul entre 20 et 25%. C'est un vrai recul. Et puis alors, le vrai recul, c'est les banques d'affaires, c'est Morgan Stanley et Goldman Sachs. Et là, les résultats sont à peu près de moitié de ce qu'ils étaient au premier trimestre de l'année dernière. On s'en doutait un peu, mais voilà. On s'en doutait un peu, mais on voit très clairement l'impact des marchés, notamment des marchés de taux. Sur le reste, on voit un impact, et on verra qu'en Europe, on a l'impact strictement l'inverse, qui est l'évolution du dollar. La hausse du dollar a pénalisé les résultats des grandes sociétés multinationales Coca-Cola ou des trucs comme ça. Coca-Cola, Johnson, etc. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que la technologie a plutôt déçu. Oui. La plus grosse déception, c'est Intel, qu'on trouve sur tous nos ordinateurs. Oui, il y en a plein. Puisqu'il est dedans. Il est dedans. Il est Inside, qui a annoncé quand même 11% de licenciement de ses effectifs. Donc on voit. Et puis il y a Alphabet qui est Google, qui aussi déçoit, qui est un peu en dessous. Donc un peu en dessous dans le secteur dit de croissance. Voilà, exactement. Et on va retrouver d'ailleurs la même chose sur la techno en Europe. Alors justement, en Europe, la tendance d'abord. Alors la tendance est plutôt bonne. Oui, c'est plutôt bien. La tendance est plutôt bonne. On n'a pas encore les résultats des banques. On n'a que la Commerce Bank qui a plutôt déçu. Les résultats sont inférieurs aux attentes. Et les guidance 2016 ne sont pas bonnes. On attend aussi pour les banques des résultats qui seront impactés par les marchés. Bah oui. Donc, on n'attend pas de très bons résultats sur les banques. Sur les sociétés, on va passer... Alors, allons-y. On commence par Danone, par exemple. Danone, par exemple. Une cathédrale. Oui, Danone, le jour de l'annonce, a augmenté de 3,5%. Donc, les résultats ont été bien reçus. Un chiffre d'affaires en croissance organique de plus de 3%. Des résultats qui sont bons. Et notamment, alors, la perle, c'est toujours la nutrition
à la fois infantile et médicale. C'est là où il y a des marges. C'est là où il y a de la marge. C'est là où il y a... Il y a plus de marge. Et puis les produits frais se sont redressés. Donc 3% de croissance, mais surtout un mix produit qui laisse envisager que ce soit assez rentable. Voilà. Et on peut peut-être s'attendre à ce qu'ils essayent de se renforcer justement dans la nutrition. Alors, Zodiac, c'est un autre sujet, puisque c'est pas seulement un sujet de chiffre d'affaires, c'est un sujet de spéculation qui nous tombe dessus. Alors, il y a les deux. Les résultats sont très mauvais, c'est le premier semestre. Hein, il l'avait annoncé. Pour Zodiac, c'était prévu. L'impact est quand même lourd, puisque le résultat net baisse de 60%. Oui, c'est beaucoup. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors que le chiffre d'affaires en organique ne baisse que de 2% à peu près. Donc on voit un impact très fort. Oui. Par contre, ils ont confirmé leur objectif pour le deuxième semestre. Et en fait, c'est là où va se jouer un peu. On va en reparler un petit peu plus tard. Une normalisation. Il y a, on va dire. En fait, Zodiac, on est pris entre deux écueils. Ou deux écueils ou deux bonnes perspectives. Alors si on regarde les perspectives, soit ils arrivent à redresser notamment la fabrication des sièges aux États-Unis et ils disent qu'ils vont le faire pour le deuxième semestre, soit ils vont être poussés dans les bras de quelqu'un parce que la situation fait qu'ils sont très fragilisés. Et je ne suis pas sûr que le tour de table soit. Oui, c'est un tour de table familial, mais qui n'est pas solide. Il est moins solide quand ça vaut 20 que quand ça vaut 30. Voilà. Sauf que, forcément, le tour de table familial, s'il tient, eh bien, je pense que je vois mal le tour de table familial se laisser accepter une offre tant qu'ils n'ont pas la certitude que la situation aux États-Unis va s'améliorer en fabrication. Oui, parce que ça serait bête d'abandonner ça. Voilà. Sauf si le prix proposé intègre déjà cette amélioration. Mais revenons à la consommation, Accor. Alors, Accor, très beau résultat. Alors qu'on a eu très très peur des attentats, etc. Voilà, mais finalement, ils arrivent malgré tout à redresser quand même. Ils ont une croissance organique du chiffre d'affaires au T1 qui est de l'ordre de 2%. La nouvelle a été saluée par une hausse de plus de 5% du titre. On est exactement... Et la région qui marche bien, c'est l'Amérique du Nord et les Caraïbes, ce qui est normal, c'est la zone de croissance. On attend l'Euro 2016 de football qui devrait ramener les touristes vers chez nous. Et puis alors, il y a une dimension spéculative maintenant sur le titre qu'on avait déjà... Oui, donc on a un Chinois qui a pris 15%. On a un petit Chinois qui a 14,98 parce que ça lui évite de faire une déclaration, une nouvelle déclaration. Et de s'engager et d'avoir à dire ce qu'il va faire. Sachant qu'avec la... Donc on a une petite dimension spéculative. Là. Il y a une dimension spéculative. Il y a 2 Chinois dans le capital maintenant. Donc plus des Américains qui est le fonds dans lequel était Bazin. Oui, était le patron, d'accord, vient de là. Oui. Donc, tout ça fait qu'il peut y avoir un peu bon mood d'ébullition et on connaît l'appétit des Chinois pour l'hôtellerie. Alors nos stars, L'Oréal et Silor. Alors le gagnant, en tout cas, sur la hausse de la bourse, c'est L'Oréal, puisque L'Oréal a pris 5% sur l'annonce des résultats. Ce qui pour eux, là pour le coup, pour un leader, c'est beaucoup. Mais 4% de croissance organique. Oui, c'est quand même un très beau résultat. Le luxe et la cosmétique, c'est ce qui marche le mieux. On est dans les 4-5% de croissance. Et même rebond dans la division grand public, qui est quand même la division, je dirais, où les marges sont plus faibles, mais qui représente encore 50% du chiffre d'affaires. L'amélioration vient essentiellement des USA et de l'Asie. Enfin, ça reste un de nos champions. C'est notre champion. Et il confirme, il confirme que quand il y a dès qu'il y a un peu de rebond conjoncturel, ce qu'il y a aux États-Unis, ils vendent des shampoings plus chers. On retrouve chez Accor, on retrouve, etc. Alors Essilor. Sur Essilor, on a encore une très belle horloge. Les résultats ont été salués d'une hausse de 2,6%.
Le chiffre d'affaires, c'est formidable. Il est en hausse de 7,5%. Et ils disent qu'ils vont faire ça sur l'année, ce qui est extraordinaire. Voilà. Et ils ont là-dessus, il y a une croissance organique qui est de l'ordre de 5%. C'est beaucoup. Et puis, ils font toujours des acquisitions de plus petits laboratoires. Donc, on a une croissance organique qui est programmée de l'ordre de 5% sur les prochaines années. Alors, le champion, ça a été Rémy Cointreau. Alors voilà, allons vers l'alcool. Alors, on continue alors, on va vers l'agricole, mais aussi vers la Chine, puisque Rémy Cointreau, alors le résultat a été salué de 9% de hausse. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient beaucoup souffert des ventes très faibles en Chine depuis 2 ans. Et là, hop, la Chine est repartie. Oui, c'est reparti. Sachant que comme l'Amérique va très bien, l'un plus l'autre fait une croissance organique de près de 10% sur le trimestre. Et donc ça, c'est bien reçu. Alors en revanche, Pernod Ricard, avec son portefeuille gigantesque de marques d'alcool... Lui, par contre, a déçu. Oui, le titre a baissé de près de 5%. Et c'est beaucoup, hein. L'un contre l'autre. Il n'a une croissance organique que de 1%. Et une croissance, un chiffre d'affaires publié de -3%. Je ne voulais pas citer pour toutes les sociétés, mais toutes les grandes sociétés sont pénalisées par le change, en sens inverse, de la baisse du dollar sur le trimestre. Alors eux, par contre, Pernod a moins bien réussi en Asie, puisque les revenus ont baissé de 10% sur l'Asie, et notamment ils sont pénalisés par le whisky en Chine. Donc le cognac a marché, pour aller vite, le cognac a marché, d'ailleurs on l'avait vu dans les résultats, dans le chiffre d'affaires des LVMH, et le whisky moins bien. Alors un peu d'automobile, c'est un secteur que vous aimez bien. Alors l'automobile c'est compliqué parce que il y a à la fois un rebond dans les activités, et puis il y a en même temps quelques éléments de réglementation, de suspicion. Volkswagen va payer, hein. Ça va leur coûter chaud cette affaire de... Oui, mais sans doute moins que ce qu'on croyait. Oui, c'est ça, puisque ils ont annoncé qu'il y avait à peu près 500 000 voitures qui seraient touchées aux États-Unis, alors que globalement dans le monde, c'est plus de 10 millions de voitures. Donc, et comme on craignait que la facture américaine soit très très grande, cette nouvelle a été plutôt bien accueillie. Par contre, de l'autre côté, en même temps, on apprend qu'il y a des nouvelles perquisitions chez Peugeot, que Mitsubishi, lui, alors carrément, il a avoué qu'il avait trompé son monde dans les essais. Daimler sort un mauvais chiffre d'affaires. Daimler sort et pendant ce temps-là, General Motors annonce qu'aux États-Unis, plus 4%, voilà. C'est énorme de faire 4% de plus de voitures. C'est énorme, voilà. Donc, alors, nos résultats à nous, Français, qu'on a regardés, le Plasticomium n'a pas bougé parce qu'on était dans les attentes. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le chiffre d'affaires est fortement soutenu par le marché chinois. Donc là encore, les Cassandres qui voyaient le marché automobile chinois s'écrouler, ce n'est pas le cas, plus 16%. Oui, c'est beaucoup, ça. Et quant à Michelin, il était aussi dans les clous, puisque le titre a monté de 1,4% sur la nouvelle, chiffre d'affaires plus 0,9%. Un bon mix produit. Un chiffre d'affaires 0,9%. Un meilleur mix produit. Donc on a l'impression que le résultat va amplifier, évidemment. Donc on est dans les anticipations. Alors pour finir le petit tour, les investissements, si j'ose dire. Alors, bonne nouvelle, c'est Atos. Ouais, c'est une boîte magnifique. Alors, c'est-à-dire que c'est une boîte qui sait très bien gérer ça, quoi. Je dirais que les deux éléments qui sont bien gérés, c'est la croissance externe et les frais généraux. La croissance organique est faible, parce que c'est un métier où ils font beaucoup de maintenance. Oui, de contrats longs. Contrats longs, de maintenance informatique. C'est très stable, mais c'est un faible taux de croissance. Mais avec une politique de croissance externe, plus des frais généraux qui sont très bien tenus, ça donne des très bons résultats. Le chiffre d'affaires est en hausse de près de 15% à change constant, grâce à la croissance externe. En organique, on est plutôt de l'ordre de
1,6%. L'Allemagne va mieux. Et ça, c'était le grand défi. Et le carnet de commandes, c'est quand même 1,7 année de chiffre d'affaires. Donc on a, commence à être bien. Une belle visibilité. 6% de hausse ou annonce, c'est le résultat. Ça, c'est une bonne... C'est beau. Alors, Schneider, c'est aussi de l'investissement. Alors, Schneider, là aussi, une hausse du cours de bourse un petit peu inférieur à 5%. Le chiffre d'affaires se replie de 3,7%, voilà. mais on craignait pire. Est à peu près nul en organique, plus 0,1. Alors c'est moins pire que ce qu'on pensait. Et là où ça marche bien, c'est l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, alors qu'ils ont un repli au marché chinois. Oui. Donc on voit que chacun... chacun a son... Bon, Dassault Systèmes, le dernier. Donc, Dassault Systèmes, les résultats ont été mal reçus. Oui, mal reçus. Dassault Systèmes baisse de 4%. Pourtant, ils sont dans les clous. Oui, c'est ça. Une hausse de 5% du chiffre d'affaires à taux de change constant. Tout va bien, le résultat opérationnel. C'est cher, tout va bien, mais c'est une valeur qui est chère. Voilà. Exactement. Voilà. Alors cher, 27 fois. 27 fois, mais bon, les logiciels. 2016. Et puis, les analystes financiers ont été voir en disant tel logiciel marche, mais pas tel autre. Est-ce qu'ils ont les mêmes marges? Personne n'en sait rien. Donc... Alors, il y a aussi la transition entre la vente de logiciels et le cloud qui fait qu'on fournit le logiciel. Et en permanence, à la demande, quoi. Mais bon, ça reste un de nos fleurons. Oui, et si ça baisse encore, nous en rachèterons. Vous allez voir. Alors, merci pour ce petit tour. Alors, juste un mot sur les télécoms, puisque depuis votre dernier passage, il y a eu une tempête suite aux fiançailles rompues, on va dire, entre Orange et oui, Télécom. Alors ça a été... les acteurs sont très médiatiques, donc tout le monde a suivi le feuilleton. Il y a en tout cas un secteur qui doit en souffrir, c'est le secteur des avocats d'affaires et des banquiers d'affaires, parce que c'était un beau deal. Alors j'ai en effet vu un banquier d'affaires qui était du côté de Bouygues, qui m'a dit, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Alors, sérieusement, le marché français est un des marchés où les coûts pour les usagers sont parmi les plus bas. Ils sont très bas, ils n'ont fait que baisser. Et donc, on peut se dire que malgré le fait qu'on reste à 4 opérateurs, si tout le monde veut survivre, il faudra bien que les prix remontent. C'est ce qu'a dit Martin Bouygues hier. C'est ce qu'a dit Martin Bouygues. Alors forcément, il prêche un peu pour sa paroisse aussi. Mais en tout cas, le résultat, c'est que le plus atteint a été... Oui, c'est lui, justement. En cours de bourse, c'est Numéricable. Et celui qui a le mieux résisté, c'est France Télécom. C'est le plus fort, c'est Orange, parce que c'est le plus fort, oui. Pardon. Orange. Non, mais c'est le plus puissant, le plus puissant, le moins... C'est le plus puissant, donc c'est celui qui a le plus de répartition de ses risques. Et là-dessus, vous pensez qu'il y a des petites opportunités à saisir, en profitant de ces mouvements? Écoutez, à court terme, je crois pas. Non. Donc... À court terme, moi, je crois que pour le moment, chacun va se regarder, il ne se passera rien. Et je pense qu'il faut plutôt regarder qu'est-ce que quelqu'un comme France Télécom, qui a de l'argent et qui a un cash flow formidable, il va se tourner où? Il va se tourner peut-être vers l'Espagne, il va peut-être se tourner vers l'Italie, il va peut-être se tourner vers d'autres pays en Europe, sachant qu'il a déjà entamé une campagne en Afrique. Oui, c'est pas assez historique. Donc c'est plutôt là où il va se passer des choses. Alors les banques, juste un mot. Après le dossier italien qui a été un peu, qui a bien secoué le marché, on a une conjoncture qui est plus claire ou qui est pas claire pour les banques? Alors sur l'Italie, la situation a été clarifiée en grande partie par la constitution de ce fonds de sauvetage de 5 milliards, piloté par l'État pour sa création, mais en fait qui sera géré par des privés pour ne pas être en contravention avec la réglementation de Bruxelles. En Europe, oui. Et donc la situation en Italie a l'air stabilisée, les petites banques sont en train d'être recapitalisées, etc. Globalement, c'est clair qu'on en a déjà dit un mot, le premier trimestre pour les banques en Europe, comme aux États-Unis, ne va pas être très bon. Donc c'est pas la peine de se précipiter, même si elles décotent sensiblement sur leur fonds propres. Alors, voilà, tout le problème, c'est qu'elles ont beaucoup baissé. Oui.
Et donc, ça fait partie des plus fortes baisses depuis cette année et depuis un an. Et donc, on atteint des niveaux où les anticipations sont très négatives. Donc, moi, je ne suis pas boursièrement, je ne suis pas négatif sur les banques parce qu'elles sont pas chères. Oui, 28%, je vois de baisse sur un an pour voilà, dans le Dow Jones Stocks, mais peu importe. Voilà, donc c'est très fort. Oui. Et donc je crois que, d'ailleurs, depuis la mi-février, les banques font partie des secteurs qui se sont le mieux redressés. Je crois qu'on a exagéré. Et donc, il y a les résultats qui vont sortir, mais ça, on sait qu'ils vont être très moyens. Mais par contre, il y a une valorisation qui est très faible. Donc, c'est vraiment... Et, alors, quelque chose qu'on aime bien, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter leurs dividendes cette année. Ils ont assez de ratios pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est pas mal. Donc juste c'est pas mal. très rapidement, pour finir le petit tour, EDF, c'est un dossier absolument incompréhensible parce qu'il est politique, ou est-ce qu'il est compréhensible? Alors, on en saura peut-être plus ce soir ou dans une semaine, parce que les conseils d'administration se suivent. Bon, ce qui est très étonnant, d'ailleurs, c'est que... enfin, très étonnant. Les syndicats qui sont très, très puissants chez EDF sont contre le projet en Angleterre, qui, je vous rappelle, va coûter à EDF un investissement de l'ordre de 15 milliards sur les 23. C'est un peu d'argent, oui. Donc, c'est beaucoup d'argent. Alors, c'est rare que les syndicats soient opposés à des projets qui, par définition, sont créateurs d'emplois. Mais surtout que les syndicats d'EDF, ils sont très pro-nucléaire, on va dire. Ils sont très pro-nucléaire, et puis, c'est rare. Oui, c'est très rare. Alors, de l'autre côté, on sait que le directeur financier a donné sa démission. Il est parti avec fracas en disant « on va dans le mur ». Et l'État, qui a 85% du capital, est appelé au chevet, si on peut dire. Mais alors, là aussi, les syndicats sont étonnants. Ils ont fait un recours auprès de l'AMF en disant que l'État, avec 85% du capital, se conduit comme s'il était entièrement chez lui, au détriment des minoritaires. Et c'est là qu'on voit les conséquences de l'actionnariat. L'actionnariat salarié. Oui. C'est très intéressant. Et je crois que c'est la première fois que je vois un recours fait par les salariés devant l'AMF, et pas devant les tribunaux. En disant l'actionnaire majoritaire... C'est-à-dire mon patron. C'est-à-dire mon patron va trop loin. Juste pour finir, le dossier du moment, Darty. Alors, Darty, je ne sais pas où on en est. Oui, on était... À l'heure où on se parle, parce que ça change tous les quarts d'heure. Hier, il y a eu un jeu de 4 enchères et surenchères. Bon, alors, en ce moment, c'est le Sud-Africain qui tient la corde, si je ne me trompe pas, avec une offre qui est légèrement au-dessus du milliard. On avait commencé vers 800 et quelques millions, la première offre, donc on a fait un beau progrès. Ça fait 3 milliards, cette boîte, donc c'est le tiers du chiffre d'affaires. Pour une boîte de distribution, c'est un peu d'argent. C'est de l'argent, mais chacun a des synergies à faire valoir. C'est clair que de mettre la Fnac et Darty ensemble, il y a des synergies qui sont importantes, et une puissance d'achat vis-à-vis des fournisseurs qui pourra jouer. Et d'ailleurs, on le voit très bien, la Fnac maintenant vend l'électroménager, oui. Et Conforama voudrait bien aussi, avec son ameublement, se mettre sur les produits qu'on met dans la maison. La bibliothèque. Donc, les deux business models se comprennent. En tout cas, ça veut dire que la distribution physique vaut de l'argent. C'est ça la nouvelle. On avait l'impression qu'il n'y avait que le numérique qui tous les ans prenait des parts de marché. Ça vaut quelque chose d'être dans ce secteur. Exactement, c'est très intéressant. C'est une très bonne remarque. Nous passons à la gestion. Je suis avec Christian Ginalac, le patron de Gaspal Gestion précisément. Alors, depuis le début de l'année, la baisse, elle est pseudo-effacée sur le CAC 40. On perd quoi? On perd pas grand-chose, 1,2, 1,5%. Est-ce que, maintenant qu'on a perdu 16%, on a remonté de 18 ou 19, ce qui fait qu'on est revenu presque à zéro, qu'est-ce qui se passe? Ça va se poursuivre vers la hausse? Alors, moi, j'ai regardé sur ce qu'a fait le marché, j'ai regardé un petit peu plus loin, et je suis remonté au début de 2015,
Alors, 2015, on sait qu'on a eu une très très forte hausse, puisque le CAC 40 était allé le 27 avril, donc Oui, il y a un an, c'est-à-dire il y a un an. Avait atteint son plus haut à 5300 à peu près. Et je vous rappelle qu'on est à 4560 à peu près. Et on est redescendu fortement depuis ce plus haut. On est redescendu jusqu'en février vers 3009. Oui, et on est revenu maintenant à 4006. Bon. Si on regarde sur 1 an et 3 mois, la bourse est en hausse de 6% à peu près. Si je rajoute 3% de dividendes, c'est-à-dire que mon portefeuille a gagné 9%. Bon. Est-ce que vous pouvez me donner beaucoup de placements qui ont fait 9% sur 15 mois? Pas les emprunts d'État, en tout cas. Sûrement pas les emprunts d'État. Donc aujourd'hui, vous voyez quand même que vous dites que c'est pas si mal d'avoir fait ces 9-10%, et puis il ne faut pas attendre des merveilles, ou bien le mois de mai arrive, et donc le syndrome du mois de mai, est-ce qu'il faut vendre avant le mois de mai? Je crois que si on regarde la valorisation, on est sur des niveaux qui ne sont pas bon marché. On est à 16-17 fois les résultats, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ce que je crois quand même, c'est qu'on s'était fait peur et qu'on est en train de surmonter cette peur. De surmonter la peur. Et donc à court terme, je pense que le marché va se reprendre. Alors, un mot du grand risque des marchés européens. Oui. Le Royaume-Uni va voter le 23 juin, donc ça s'approche, pour savoir s'il reste avec nous. C'est un risque pour les marchés financiers? Alors, c'est-à-dire que, comme vous savez, la finance n'aime pas l'inconnu. Non. Et j'ai encore croisé personne qui est capable de me chiffrer les conséquences d'un Brexit. Ce qu'on peut voir comme conséquence, si jamais il sortait, c'est que, pour le moment, on n'en parle pas, mais il est certain que l'Europe ne leur fera pas de cadeau. Parce que la crainte qu'auront les Européens, c'est une crainte de contagion. Donc on va avoir peur que les Catalans, qui déjà sont réveillés, hurlent, que les Écossais reprennent leur kilt et disent « we want to be free », et puis, etc. Donc les Européens... Il y a eu un mauvais référendum en Hollande sur l'Europe aussi. Donc l'Europe va vouloir marquer très fortement. Donc je crains que pour l'Angleterre, les conséquences commerciales, les conséquences économiques, les conséquences pour Londres, place financière, soient très mauvaises. Est-ce que pour autant, il faut craindre pour nous? J'en parlais récemment à un banquier français qui est à Londres, qui me disait, pour les banques françaises, à la limite, qui sont en Europe, ça permettra peut-être de récupérer du business. Mais on va rentrer dans une période d'incertitude. On ne va pas leur donner un statut... Ça sera très mauvais pour l'Angleterre. Voilà. Bon, alors, donc on passe au concept d'investissement du moment. D'abord, Christian. Alors, les concepts, je crois qu'on est un peu à la croisée des chemins. On voit que les valeurs de croissance qui se sont très bien tenues continuent à faire un assez beau parcours, mais on voit revenir depuis quelque temps les valeurs qu'on appelle value, c'est-à-dire les cycliques. Et là-dedans, il y a les banques, et puis il y a tout ce qui est matières premières, tout ce qui est valeurs liées au pétrole, etc. Et ce qu'on se rend compte, c'est que par l'effet notamment des ventes à découvert qui avaient été faites sur ces titres-là, les remontées sont fortes. Donc je dirais qu'il faut sans doute remettre une pincée de valeurs cycliques dans son portefeuille, en faisant attention, parce que parmi les valeurs cycliques, il y a par exemple l'automobile. L'automobile, on voit qu'elle est sous les regards des régulateurs. D'autres choses, d'un autre problème. Et donc c'est un autre problème. Vous, aujourd'hui, on remet un peu une pincée de cyclique. Exactement. Alors justement, l'approche de votre allocation d'actifs? Alors, nous, on a augmenté notre exposition sur les actions. Dans votre fonds patrimoine? On est à peu près sur notre fonds patrimonial qui, depuis le début de l'année, pour donner des ordres de grandeur, est en baisse de
1,5% à peu près. C'est-à-dire exactement le CAC 40. Donc on voit qu'on est à peu près sur le CAC 40. Bon, très incidemment, tout en n'ayant qu'une cinquantaine de pourcents d'actions. Donc on voit que... Bon, on est à 53% aujourd'hui d'exposition, essentiellement à l'action européenne. Et puis alors, on a une petite pincée de poivre ou d'épices qu'on a mis dans notre portefeuille. On a investi à hauteur de 0,7% sur le marché brésilien. Il y a à peu près 3 semaines, on s'en porte très bien. C'est pas mal. Et là, on joue clairement la destitution de Dilma Rousseff. Et le fait que le pays va se reprendre. Oui, va se reprendre. Bon, c'est un pays tellement riche qu'effectivement... C'est un pays riche. Alors, je ne sais pas si on gardera cette position très longtemps, mais c'est amusant. Mais en tout cas, tant qu'il y a des espoirs de changement de gouvernement, je pense que le marché ça va bien. Un achat, si j'en garde un. Alors, nous aimons bien une société que tout le monde connaît, qui est Elis. Alors je vous rappelle qu'Elis lave les serviettes des restaurants, les draps des hôpitaux, tout ce qui est linge, etc. C'est une société, c'est un bulldozer qui a un free cash flow formidable, très stable, c'est un métier, oui. trop franco-française, puisque 70% du chiffre d'affaires est fait en France, mais qui a fait l'objet d'un LBO. Ce LBO a été fait par Eurazeo, donc la société est relativement endettée, elle a un gearing de l'ordre de 140%, mais grâce à son cash flow, elle rembourse régulièrement sa dette et elle dégage suffisamment de cash pour également faire de la croissance en dehors d'Europe. Elle s'est installée au Brésil, elle a profité notamment de la situation au Brésil pour se renforcer. Du réel, probablement. En Espagne. Et donc c'est une société, ça fait partie de nos sociétés qui augmentent leurs dividendes chaque année. C'est un votre conseil. Alors, on a toujours du mal à saisir le moment où rentrer sur le titre. Alors, il y a eu un accident l'année dernière, à un moment donné, où en France, ils avaient eu un peu des problèmes dans leur rentabilité. Ceci est complètement été remis en ordre. Son actionnaire Eurazeo vient de se désengager. Ils ont mis sur le marché à peu près 15% du capital et ils en gardent le quart à peu près. Le fait que Eurazeo ait mis 15% du capital sur le marché a fait baisser le titre de 4%, 4-5%, et je trouve que c'est une bonne occasion d'y rentrer. Ouais, donc... Notre objectif de cours est de l'ordre de 21 à 22 euros. Et ça vaut ? Ça vaut dans les 18. Oui, c'est bien. Donc. Ok, si je vends, j'arbitre, j'évite, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, je crois quand même qu'il faut rester prudent sur les valeurs minières. Oui. Et sur les valeurs monté, ils ont quand même beaucoup pétrolières monté. qui ont beaucoup remonté. Je crois que c'est encore un peu tôt. Il y a une valeur qui risquerait de souffrir du Brexit, c'est le tunnel. C'est le tunnel, oui. Parce que c'est vraiment le tunnel, ils ont eu des attentats, mais ils s'en sont sortis à cause des camions. Mais s'il y a le Brexit, il y aura moins de camions peut-être. Il risque d'y avoir moins de camions. Et en tout cas, dans un premier temps, ça sera une des valeurs certainement qui souffrira et moins de banquiers français dans les Eurostars. Anticipations. Alors, les sondages étant à peu près 50-50, alors je sais que les bookmakers que vous regardez de temps en temps par vos activités sont plutôt en faveur, ou pas en faveur en tout cas, voient plutôt l'Angleterre se maintenir dans l'Europe. Mais c'est pas ce que disent les sondages. Voilà. Mais c'est pas ce que disent les sondages. Et c'est vrai que les bookmakers sont très londoniens. Et Londres n'est pas... Londres n'a pas envie de sortir, oui. Londres ne sûrement pas. Si vous demandez au maire de Londres, il est farouchement opposé. Bien, le dernier, le Joker. Alors, Joker, on en a parlé, je crois que c'est Zodiac, c'est une situation intéressante, parce que, comme on disait, soit ils arrivent à maîtriser le processus industriel et le titre se reprendra, soit ils n'y arrivent pas et ils se feront manger. Donc, a priori, je suis couvert des deux côtés. L'un dans l'autre, il y aura toujours une prime spéculative. Maintenant, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les résultats industriels soient très mauvais, que personne n'en veuille. Voilà, c'est ça. Mais on peut espérer quand même que la situation s'améliore. Ce sera le mot de la fin. Christian Gignac, merci. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.